Alors bonjour à toutes et à tous, on est au début d'après-midi, je suis sûre que vous avez bien déjeuné, mais là c'est pas l'heure de la sieste, c'est l'heure vraiment de réfléchir sur la prochaine pandémie et sur l'état de préparation de la France sur le sujet. Donc la question c'est la prochaine pandémie, la France s'y prépare-t-elle? Il y a plusieurs questions dans cette question, donc quel type de pandémie? On est aussi à une période où les événements géopolitiques sont quand même relativement inquiétants. La France s'y prépare-t-elle? Donc, s'y préparer, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation, en termes de système d'information, en termes de financement, en termes de population donc, et de prévention? Et s'y prépare-t-elle? Est-elle prête? Ça veut dire aussi, est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est résiliente? Est-ce qu'elle n'est pas prête? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, merci à tous les trois d'être là. Et donc, je souhaiterais, Franck, te poser la question suivante. Donc, suite à cette pandémie donc, du Covid-19, quelles sont les avancées qu'il y a pu avoir malgré tout, sur les coopérations, sur les différentes recherches que tu as pu constater et qui seraient à mettre en valeur? Merci beaucoup. Donc, évidemment, les institutions ne se sont pas arrêtées pour les dynamiques d'anticipation. Il en existait, la BARDA aux États-Unis a souvent été mentionnée comme étant un exemple de capacité d'anticipation. On a mis en place sur le territoire européen HERA, qui est un dispositif de préparation et d'anticipation qui est là pour préparer les stocks, s'il y a besoin, avoir les mesures et contre-mesures qui permettent d'adapter l'anticipation, la surveillance, etc. Donc on a ces dynamiques-là. Toutes ces dynamiques sont immédiatement internationales. Les enjeux, de toute façon, pour les institutions, c'est l'organisation internationale qui est prioritaire. Le rôle de l'OMS en tant que coordinateur international est encore très très présent, même si les moyens sont relativement limités. Je voudrais mentionner que sur le territoire français aussi, beaucoup d'initiatives ont été portées, notamment par l'ANRS-MIE, sur un certain nombre d'initiatives internationales. Le Pasteur Network aussi, il faut le mentionner, le réseau Pasteur au niveau international est en train justement de travailler sur ces préparations. Les grands défis, c'est évidemment de surveiller et d'identifier à chaque fois que ça va arriver les démarrages. On sait à peu près quelles sont les grandes familles de virus qui peuvent émerger ou réémerger. Et on sait aujourd'hui que les pays à revenus intermédiaires et faibles sont les zones critiques de redémarrage. Et en particulier l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. Donc tous ces aspects-là sont aujourd'hui déstabilisés. C'est un grand défi. Les États-Unis se retirent de cette dynamique-là, de soutien à ces pays pour faire de la surveillance. Donc on a un gros challenge à remettre en place. Il y a aussi, et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, on essaye d'identifier le plus tôt possible où c'est parti, est-ce que c'est une attaque nucléaire ou pas, etc. On est en train de faire exactement la même chose sur les pandémies, avec les réseaux sociaux, avec toutes les données qui circulent et qui permettraient de dire ça commence à démarrer à un endroit. Et donc ça, c'est en train d'être mis en place et ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis il y a aussi toutes ces technologies de détection précoce qu'on doit mettre en place et qui doivent être finalement sur étagère, puisque dans ces pays-là, elles n'ont pas forcément toute la technicité dont on dispose sur un territoire comme la France ou l'expertise. Donc il faut aussi apporter au plus proche de ces endroits-là. Donc ça fait partie de ce qui est en train d'être mené sur le renfort des coopérations internationales. Après, vous avez sans doute entendu parler aussi d'une stratégie 100 jours, c'est-à-dire la promesse de dire, à partir du moment où le signal est envoyé dans le monde, il nous faut 100 jours pour répondre. Et répondre avec la capacité d'avoir un candidat vaccin, des outils diagnostiques, enfin une réponse intégrée. Et ça, la France, et on s'en réjouit côté agence de programme, puisque c'est un des premiers programmes, met en place France Vaccin, qui est ce dispositif-là, qui va être à disposition évidemment du monde entier, mais qui va se faire en France sur la capacité à disposer de candidats vaccins pan-viral sur les familles virales sur lesquelles on pense qu'il y a un gros risque pandémique. Donc ça, c'est quand même un énorme atout dont on est en train de se doter. Après, un des gros sujets, c'est l'adoptabilité. Ça a été mentionné. Il y a une page complète sur Chargé Produit sur les campagnes de vaccination en France sur la grippe, où on voit la difficulté d'adoptabilité de la vaccination sur la grippe par rapport aux autres pays européens. Donc on a évidemment un enjeu d'immunité biologique pour
pour ces aspects d'anticipation, de vaccination, de contre-mesures qu'on met en place, mais on a aussi un gros problème d'immunité cognitive à faire passer dans la population. Je vous passe le Doliprane et l'autisme, je vous passe effectivement toutes ces informations, ce complotisme qui effectivement déstabilise considérablement la capacité de notre population, et en particulier en France, puisqu'elle semble être plus exposée, et notamment les populations les plus défavorisées. Et on sait que ce sont ces populations-là qui sont les plus exposées au risque d'aggravation de ce type de pathologie. Donc on a un vrai sujet d'adoptabilité et on voit un décrochage de la confiance. Je pense que le système de santé n'est pas remis en question sur la confiance des citoyens par rapport à la capacité du système de santé. En revanche, on a une vraie méfiance des scientifiques. Et plus ils se rapprochent des pouvoirs publics, et plus la confiance tombe, et les dernières enquêtes le montrent. Donc on a un vrai problème de transférabilité de la connaissance scientifique vers les politiques publiques et la confiance que nos citoyens ont dans cette capacité-là. Donc je voulais mentionner quand même, parce qu'on n'est pas très loin de la Suisse, et ce qui s'est passé en décembre 2024, une proposition d'ancrer dans la Constitution la protection de l'intégrité cognitive, avec les mesures et les contre-mesures associées pour éviter justement ces dérives complotistes, etc., etc. Donc on a vraiment ce sujet-là à travailler sur le territoire français. J'entendais ce matin du aller vers le plus directement, le plus à grande proximité de la population. Donc il faut effectivement qu'on se prépare à cette éventualité-là. Il y a d'autres sujets. La santé mentale, c'est une forme de pandémie. Les enjeux de maladies métaboliques, les risques NRBC dans le contexte géopolitique aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, on doit effectivement redonner de la confiance aux citoyens dans la relation entre les politiques publiques, les scientifiques et ces risques-là. Voilà en quelques mots. Merci Franck. Peut-être Aurélien, une réaction sur ces sujets, alors, avec deux questions finalement. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre de cette crise au point de vue organisationnel, et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a progressé sur l'organisation, l'anticipation? Et le deuxième sujet qui fait référence à ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire d'un point de vue sociétal, quels sont les freins, et est-ce qu'on a progressé ou est-ce qu'on a régressé, et quelles sont les manières avec lesquelles on pourrait mieux se préparer et surtout mieux préparer nos concitoyens à une éventuelle pandémie, quel que soit son type. Merci. Non, mais pour rebondir sur ce que disait Franck à l'instant, moi je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont progressé dans l'armement de dispositifs, mais je dois dire que sur le plan culturel, sur le plan politique, je crains qu'on ait en partie régressé ou à tout le moins pas progressé. Je le dis devant Jérôme Guedj ou Philippe Juvin qui vivent ça. Si je prends quelques-uns pour moi des piliers, accepter et prendre le risque quand on est un politique de la transparence, c'est-à-dire de dire je ne sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que beaucoup referaient ce que Édouard Philippe avait pu faire à un moment, conférence de presse, 16 millions de téléspectateurs, où il dit « je ne sais pas ». Il faut le faire, de dire « je ne sais pas ». Deuxièmement, accepter l'erreur et le tâtonnement, et dire « on s'est planté peut-être, et on revient en arrière, et on s'est planté et on n'a pas écrit un livre entre-temps, du coup on est obligé d'en écrire un second pour dire pourquoi on s'était planté. Mais ça, je crois qu'on n'y est pas non plus. Face à n'importe quelle crise, on sera dans le tâtonnement et on va se planter à nouveau. Et c'est exactement pareil dans tout, et ça sera pareil dans tous les secteurs. Troisième sujet sur lequel je pense qu'on a un chantier énorme devant nous, et le spectacle actuel, le mot spectacle n'est pas le bon et pas hyper rassurant, c'est inventer un mode de délibération démocratique pendant la crise. Comment on associe les parlementaires, les maires, les élus, etc. pendant la crise, y compris quand on hésite. Quand on est ministre, on se dit je vais aller voir les parlementaires quand je serai sûr de quoi les informer. En fait non, il faut y aller, y compris, pardon Cyril, je ne t'avais pas vu, Isaac Sibyl, il faut le faire, il faut le dire. Sinon on est mort, pour dire les choses simplement. Et puis, il y a un truc qui est psychologique dans notre pays, sans doute, c'est qu'il y aura des morts sans coupable. Or, on est un pays dans lequel il faut un coupable.
Et je ne dis même pas un responsable ou tout ça, je vais essayer d'éviter de me traîner ça toute la vie. Donc il faut des coupables. Et ça, c'est un sujet culturel majeur. Deuxième point, par rapport à la question, et Franck Mouton le disait un peu, les prochaines pandémies, elles seront des menaces pour la démocratie. Elle l'a été, rappelez-vous, pendant le Covid, pendant quelque temps, tout d'un coup, à droite, à gauche, la fascination pour la Chine. Les Chinois, ils gèrent cette épidémie nickel. Les gens vont dans la rue alors qu'ils sont contaminés, boum, on les bute. Génial, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que truc. Il y avait des mais ce n'est pas une anecdote. Il y avait des papiers pour expliquer à quel point des pays qui ne sont pas démocratiques géraient beaucoup mieux. A posteriori, dans les chiffres globaux, quand même, les démocraties ont plutôt mieux géré les crises que les systèmes autoritaires. C'est pas rien de le dire. Mais s'il y a demain une pandémie, avant que, il y aura sans doute des morts, mais avant que les adversaires des démocraties, et ils sont là, ils vont en profiter pour taper. Et avant que les chars russes arrivent à Paris, ils feront tomber le système informatique de la PHP en même temps que la pandémie, pour renforcer ça. Donc toutes les crises, toutes les menaces seront hybrides. Et donc nous, on doit forcer le système à travailler ensemble. Système de santé avec les autres acteurs. Troisième remarque, j'essaie d'aller vite. On ne va pas faire la planification géniale. Moi, quand j'étais directeur général de l'ARS, quand la pandémie a commencé, quand il y a eu les premiers signaux faibles, Agnès Buzyn était là ce matin, et les premiers signaux faibles, ils ont été émis par le ministère et par la ministre suffisamment tôt. Le plan, j'ai cherché dans mes étagères quel était le plan. Le plan, comme disent les militaires, c'est la première victime de la guerre. Mais au moins, si on a un jour d'avance, c'est un jour où on a un jour sur ce virus qui s'adapte en permanence. Et le 2 avril, sous le contrôle de Philippe, le 2 avril 2020, le pic de l'épidémie, on n'avait plus un seul lit en Île-de-France. Et je me dis a posteriori que les 2 jours, au tout début, un mois et demi avant, où on a commencé à armer des lits, ces 2 jours qui étaient dans le plan, eh bien, ils nous ont servi à tenir à la fin. Moi, après, je finis sur 2 points. Et je joue volontairement sur le paradoxe, c'est là que je cite Cyril Isaac-Simil. Paradoxalement, on a le sentiment que la pandémie, c'est les hélicoptères, les avions qui transportent des malades, les lits de réa, c'est vrai, sans doute. Mais la pandémie, ceux qui en crèveront les premiers, c'est les plus vulnérables. Je l'ai dit ici quelques fois, ceux qui sont morts, ils étaient obèses, ils étaient pauvres, ils étaient mal logés et ils étaient âgés. C'est ceux-là qui sont morts. Et tout ça, c'est des facteurs sur lesquels la prévention, elle peut faire changer les trucs. Donc, phrase absolument con, mais je l'assume, il vaut mieux qu'une pandémie s'abatte sur une population en bonne santé. Et on y résistera mieux. Et donc, la prévention, une fois de plus, ce n'est pas la cerise sur le gâteau qu'on fait une fois qu'on aura 1 million de lits de réa par pays. Voilà, ça, c'est le dernier truc. Et le dernier point qui fait une espèce de transition avec toute la grâce dont je suis possible vis-à-vis de Marianne, c'est que la prochaine pandémie, et je le dis parce que ça m'a un peu chafouiné ce matin, comme pour reprendre le verbe de Blanche-Côte, c'est que l'État, il est endetté, la Sécu, elle est en déficit, super, mais du coup, la prochaine pandémie, les acteurs privés, comment vous y préparez ? Votre assureur en dernier recours, c'est toujours l'État ? Les ménages, pendant la pandémie, l'épargne a grossi, tant mieux, super, mais comment on remet ça ? On ne peut pas rester dans un système où on se dit que l'État est l'assureur en dernier recours de tout ce qui va se passer à tout moment. Et oui, le quoi qu'il en coûte devait peut-être s'arrêter plus tôt, mais il faut aussi que dans leur modèle de développement, les acteurs privés, quelle que soit leur taille, se disent que certes la pandémie, ça peut être une occasion de vendre des vaccins, mais c'est peut-être aussi, il faut modéliser comment on prend en charge du chômage partiel de ses salariés et pas se dire qu'à la fin, c'est l'État qui peut tout, parce que l'État ne peut pas tout. Et du coup, socialisons un peu plus la prise en charge des risques, parce qu'à la fin, l'État ne peut plus être, ou la Sécu, l'assureur en dernier recours de tout. Voilà.
Ouais, donc 2 points. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'était pas mal. Mais bon, c'était voilà, j'avais envie de dire ça, et ça me fait du bien. Avec beaucoup de mots. Parce que quand on n'est plus ministre, on a moins l'occasion de parler. Mais donc oui. du coup, quand quelqu'un vous écoute, et ici les gens sont polis. Donc du coup, c'est bien. Merci, ça m'a fait du bien. Ça nous a fait du bien aussi d'entendre quand même un certain nombre de mots comme hybride, comme prévention, comme les interactions avec les enjeux démocratiques. Donc, et c'est vrai, là, c'est aussi le titre de la journée, hein, la santé quoi qu'il en coûte. Donc, on sent bien qu'effectivement, au niveau financier, ça se tend et ça se tend plus. Donc, peut-être 2 questions pour toi, Marianne. Première question, donc, est-ce qu'il y a une façon de travailler dans le cadre de l'ONDAM sur la prévention pour peut-être anticiper et prioriser, peut-être, parce que si on veut tout faire, on ne fera rien. Donc, prioriser quelques actions qui seraient importantes pour avoir une population en meilleure santé au moment où la pandémie arrive, sachant que par nature, bien sûr, on ne sait pas quand est-ce que c'est. Donc, voilà, c'est un peu un pari sur un éventuel moyen terme, en souhaitant que ce soit plutôt moyen terme. Et puis, la deuxième question, c'est quels moyens on pourrait mobiliser pour que le quoi qu'il en coûte soit moins coûteux que ce qu'il a coûté, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le déficit de l'assurance maladie est largement, je dirais, embolisé par cette dette et la façon dont on a géré financièrement et comment on a fait face financièrement à ce Covid-19. Alors, effectivement, sur les enjeux de financement qui ont été au cœur de la pandémie, avec un niveau de dépenses particulièrement élevé, se pose la question de la manière dont on anticipe et qui finance. Donc, la manière dont on anticipe, Aurélien a parlé des sujets de prévention. On sait toujours que c'est un peu le parent pauvre dans le cadre de la construction de l'ONDAM. Et le sujet de la prévention, il y a des sujets financiers, mais on l'a dit aussi ce matin, il y a des sujets d'éducation qui sont aussi important que l'aspect financier. Si demain on a une crise et comment est-ce qu'on y ferait face, probablement qu'on aurait moins l'effet de sidération qu'on a eu en 2020, avec cet effet de sidération qui a surpris tout le monde et donc qui a conduit effectivement à dépenser quoi qu'il en coûte, à ne pas forcément cibler, à ne pas forcément contrôler également les effets d'aubaine et les fraudes, et puis surtout à prolonger ces financements longtemps, beaucoup plus longtemps que nos voisins, parce que finalement les 48 milliards, presque 50 milliards de l'assurance maladie et les 150 milliards de l'État, ça s'est déroulé sur 3 ans. Et avec ce réflexe aussi de tout financement public, et puis sidération égale une France à l'arrêt, c'est-à-dire qu'on n'a pas su non plus anticiper les organisations du travail, et notamment le développement du télétravail, qui ont conduit à des dépenses importantes pour soutenir l'économie, avec des dépenses sur l'activité partielle, par exemple, qui ont représenté plus de 30 milliards d'euros. Donc demain, avec les finances publiques, et ça a été très bien dit ce matin, et le niveau de dette publique qui représente 115% du PIB, des taux d'intérêt qui ne sont plus du tout ceux qu'on avait au moment de la crise, ils étaient négatifs, les taux d'intérêt au moment du Covid, et puis l'assurance maladie était à l'équilibre. Donc effectivement, la situation, si une crise devait se dérouler aujourd'hui, elle serait très différente, d'où l'enjeu de se dire comment est-ce que ça nous coûte moins cher. Les enjeux d'anticipation, d'organisation sont évidemment primordiaux pour limiter les dépenses de santé. Les enjeux également liés au numérique, à l'utilisation des données et à une utilisation performante des données pour mesurer les flux, pour pouvoir anticiper, etc. Je pense qu'on a fait un certain nombre de progrès depuis 2020 et c'est un investissement sur lequel il faut évidemment poursuivre. Et puis on ciblerait davantage les financements avec les apprentissages qui ont été ceux de la crise Covid, avec probablement un manque de ciblage et des éléments qui ont duré, des financements qui ont duré trop longtemps. Après, le recours au financement public, au pic de la crise, il y a probablement assez peu d'alternatives parce que la levée de dette, elle se fait quand même beaucoup plus facilement sur les États ou la sécurité sociale que pour les acteurs privés. En revanche, en anticipation de la crise, pour pouvoir avoir un tissu économique et notamment des acteurs privés souverains qui soient prêts, c'est là où on peut imaginer de pouvoir accentuer un certain nombre d'autres leviers de financement. Aurélien a évoqué le niveau d'épargne des Français. Effectivement, d'ailleurs, depuis le Covid, le niveau d'épargne a augmenté. Aujourd'hui, on est quasiment à 19% en moyenne d'épargne chez les Français. C'est un des plus
c'est un des taux les plus importants d'Europe. C'est 6 000 milliards d'épargne. Donc comment on mobilise cette épargne? Alors il y a les fausses bonnes idées. Je le dis, voilà, notamment le livret A ciblé, le livret A santé, le livret A défense. Ça, c'est une mauvaise idée parce que les caractéristiques du livret A, c'est la garantie en capital et le fait qu'on ait des disponibilités immédiates. Et pour ça, pour permettre cette liquidité et cette garantie de capital, il n'y a aucune raison pour que la collecte, elle corresponde au niveau de l'investissement. Et donc, cibler le livret A, ce n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats sur la défense, un peu moins sur la santé, mais voilà, certaines fédérations l'ont quand même proposé. En revanche, le livret A, il peut être très utile en mutualisant l'ensemble des financements du livret A, avec, effectivement, c'est à peu près 700 milliards d'euros aujourd'hui, l'encours du livret A, 60% qui est géré par la Caisse des dépôts. Et sur cette gestion par la Caisse des dépôts, une partie finance du prêt, une autre partie finance des actifs financiers. Et donc le secteur de la santé est un des bénéficiaires de ce livret A, mais avec une mutualisation de l'ensemble des utilisations. On finance des prêts aux hôpitaux, aux maisons de santé, également des investissements dans des fonds de santé, mais on pourrait faire plus, beaucoup plus. Et d'ailleurs, compte tenu des enjeux du vieillissement de la population, le directeur général Olivier Sichel a annoncé, juste avant l'été, un plan de 25 milliards pour l'ensemble du groupe Caisse des dépôts, donc il ne comprend pas que établissement public Caisse des dépôts, mais aussi BPI France, La Poste, pour pouvoir justement s'engager davantage. Donc il y a le livret A, mais pas ciblé, et puis il y a sans doute l'assurance vie. L'assurance vie, c'est le produit d'épargne numéro 1 des Français, avec 2 000 milliards d'encours, 40% d'unités de compte. Là aussi, il y a eu des débats sur la défense, mais il faudrait qu'on ait exactement les mêmes sur la santé pour pouvoir cibler dans l'assurance vie en unité de compte les fonds en santé et pouvoir aider les acteurs privés via ces financements. Pouvoir les aider aussi de manière souveraine, parce qu'on voit bien que dans les crises, on aura quand même un enjeu énorme de souveraineté pour pouvoir à la fois développer et les recherches thérapeutiques, technologiques, numériques, et puis aussi la production de médicaments, notamment sur notre territoire. Et pour ça, le fait d'avoir des investisseurs souverains, l'épargne des Français est évidemment un levier. Ce n'est pas le seul, parce qu'il faut aussi que les clients et les acteurs de santé, ils achètent souverain. Et ça, souvent, c'est plus cher. Et on peut quand même considérer que le système n'est peut-être pas suffisamment prescriptif pour, dans le contexte international que l'on connaît, pouvoir obliger, en tout cas faire des incitations fortes pour pouvoir acheter souverain. Merci. Alors, on avait un temps relativement bref, donc il ne nous reste que quelques minutes. J'aimerais que chacun d'entre vous puissiez, en quelques mots, dire, parce que j'ai bien compris que des choses étaient préparées, des choses allaient avancer, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas senties, pas préparées, pas connues. Nous, en tant que fédération, par exemple, on n'a eu aucun réunion de rétex sur cette crise Covid, et on n'a pas de réunion qui prépare des pandémies, ou il y a une circulaire sur la guerre il n'y a pas très longtemps, mais enfin, je veux dire, on n'a pas vraiment de mobilisation là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon chacun d'entre vous, pour que, alors, une phrase, bien entendu, puisque le compteur tourne, pour mieux préparer la France à l'arrivée de cette future pandémie qui arrivera, quelle qu'elle soit? Tu veux commencer ? Réduire la dette publique, ça a été dit ce matin. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est vraiment un préalable nécessaire. Si on ne fait rien, la charge d'intérêt de la dette en 2029, c'est 100 milliards. Et donc, avec le niveau d'endettement public, on ne peut pas se permettre d'affronter une crise de grande ampleur. Donc les réformes structurelles, ça a aussi été dit ce matin. Sur les retraites, on n'a pas parlé de l'assurance chômage, mais on aurait pu en parler. Et évidemment sur le système de santé, mais c'est la priorité numéro 1 en termes de financement. Merci Marianne. Franck ? Moi, je reprends un peu le sujet de l'éducation à la santé et l'éducation aux problématiques de santé qui ont été soulevées. Et les parties prenantes, pour moi, c'est le citoyen et les assureurs, et en particulier les investisseurs de haut rang, parce qu'on voit qu'ils arrivent très bien à investir dans un certain nombre de domaines, et le domaine de la santé est déficient dans les investissements. On le voit aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il y a quelques représentations des entreprises de ce secteur qui étaient là sur des tables rondes ce matin et qui ont des difficultés à être financées parce qu'on n'arrive pas à mobiliser l'épargne des Français. Le dispositif Tibi, pourtant, a essayé justement d'inciter ça. On a essayé justement de les éduquer à ces situations-là. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment qu'on arrive, les parties prenantes, à savoir donc, le citoyen et du coup la mobilisation de l'épargne qui va avec. Aurélien.
Nous, on a décidé de faire des phrases parce que le truc avec les mots, on a trouvé que c'était trop compliqué par rapport à la table ronde précédente. Voilà. Donc, non, moi, je pense que il faut faire le pari de la confiance, en fait. Premièrement, nos concitoyens sont vraiment intelligents. Donc on peut leur dire, y compris quand on ne sait pas. Et si on pense qu'ils sont vraiment cons, on laisse tout de suite les clés aux populistes et on s'en va ailleurs. La Suisse est tout près, c'était dit tout à l'heure. Deuxième, la confiance, c'est aussi de ne pas être en permanence dans la suspicion. Je pense toujours, et je me permets de le redire, François Braun, qui est là, ministre de la Santé, il se bagarre pour acheter du Beyfortus au printemps 2023. Personne ne savait s'il y aurait l'autorisation. Il se bagarre. Si, aujourd'hui, ça a fait reculer les épidémies de bronchiolite de manière majeure, si ça n'avait pas marché, et ça aurait pu ne pas marcher, le Beyfortus, aujourd'hui, il serait devant la Cour de justice de la République. Eh bien ça, c'est un problème majeur quand même dans la prise de décision. Et donc, c'est là aussi où confiance, un peu moins de suspicion, et ne pas appeler tout complotisme. Parce qu'il y a des complotistes dingos, et il y a beaucoup de citoyens qui veulent être un peu plus éclairés et qui considèrent que la vérité scientifique, c'est un attribut du pouvoir et de la domination. Et là, on doit travailler sur ce truc, parce que quand on leur déverse nos vérités, ben, ils ont de la suspicion, comme quand on leur déverse tout le reste de nos certitudes. Merci à vous trois et bon après-midi.